Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au chapitre conducteur en équilibre. Mais avant de commencer, j'aimerais bien attirer votre attention à un point important. Dans cette vidéo, je donne un résumé de cours et ça ne remplace en aucun cas le cours que vous prenez en amphi à l'université. Car je ne vais pas donner tous les détails des calculs, mais juste les notions importantes à retenir. Aujourd'hui, nous allons voir les points suivants. Premièrement, on commence par définir c'est quoi un conducteur en équilibre électrostatique. On donnera aussi les propriétés des conducteurs en équilibre électrostatique. Puis on passera à la notion des capacités. Nous verrons après l'influence totale et l'influence partielle entre les conducteurs. Nous verrons aussi après les condensateurs et nous terminerons avec des applications sur les types de condensateurs. Alors, un conducteur électrique est tout corps dans lequel les porteurs de charge peuvent se déplacer librement. C'est-à-dire que là, vous avez une photo ou bien une image d'un bout de métal en cuivre. Et lorsqu'on dit des porteurs de charge qui peuvent se déplacer, eh bien, on parle des électrons. Donc, on parle des électrons libres qui peuvent se déplacer au sein de ce conducteur. Donc, lorsque les porteurs de charge peuvent se déplacer, on dit que c'est un conducteur électrique. Maintenant, un conducteur est dit en équilibre électrostatique si les charges qu'il renferme sont en état de repos, c'est-à-dire les électrons ou bien les porteurs de charge sont en état de repos. Donc on dit c'est un conducteur en équilibre. Maintenant les conducteurs ou bien les conducteurs électriques possèdent des propriétés. Donc la première propriété est que le champ électrique dans le conducteur en équilibre est nul. En effet, les charges à l'intérieur du conducteur en équilibre sont au repos. Elles ne sont donc soumises à aucune force. Cela veut dire que le champ électrostatique dans le conducteur en équilibre est nul. On peut écrire tout simplement que F, bien la force, on écrit la force F est égale à Q fois E. Puisque les charges ne sont pas soumises à aucune force, c'est-à-dire que la force F est égale à 0, donc E est nul. C'est pour ça on dit le champ électrique dans le conducteur en équilibre est nul, parce que les charges sont au repos. Très bien. La deuxième propriété est le vecteur du champ électrostatique est perpendiculaire à la surface du conducteur en équilibre. Ceci s'explique par le fait que les lignes de champ sont d'une part tangentes au vecteur champ, c'est-à-dire champ électrique, et d'autre part perpendiculaires au plan. Quand vous voyez ici une figure qui montre que nous avons un conducteur en équilibre électrostatique, vous voyez que le potentiel est égal à une constante, égal à V0. Donc, le E, ou bien le champ électrique, qu'on écrit E est égal à moins gradient de V, moins gradient de V, du moment que le gradient est nul, parce que V est une constante. Donc E est égal à 0. Donc cela veut dire que le conducteur est en équilibre. Les lignes de champ électrique à l'extérieur. Par exemple, vous avez un champ électrique appliqué à l'extérieur. Donc les lignes de champ à l'extérieur sont perpendiculaires à la surface du conducteur. La troisième propriété stipule que le conducteur en équilibre constitue un volume équipotentiel. Ça veut dire que lorsque j'écris dV est égal à moins E fois dL et que le champ électrique E est égal à 0, comme nous avons dit, lorsque le conducteur est en équilibre, le champ électrique est égal à 0, cela veut dire que dV aussi est égal à 0. Cela implique que le potentiel est constant en tout point à l'intérieur du conducteur en équilibre. En conséquence, la surface externe du conducteur est une surface équipotentielle, c'est-à-dire que V1 est égal à V2 ou bien V1 point prime est égal à Vm en tout point M. La surface externe du conducteur est une surface équipotentielle, ce qui prouve que le champ est perpendiculaire à la surface du conducteur. La quatrième propriété nous dit que la charge dans le conducteur en équilibre est nulle. Elle se concentre sur la surface du conducteur. Eh bien, pour cela, je vais schématiser un conducteur. Donc, la propriété nous dit, si je prends un électron de surface, par exemple celui-là,
et un autre à l'intérieur du conducteur. Cela veut dire que l'électron à l'intérieur du conducteur ne bouge pas, mais la charge qui circule, bien les charges qui sont libres, sont concentrées sur la surface du conducteur et non pas à l'intérieur du conducteur. Pour expliquer ce fait, je vais vous faire une analogie avec deux personnes ou bien deux nageurs. L'un nage à la surface et l'autre c'est un nageur de profondeur. Donc le premier est un nageur de surface. Il minimise le contact de son corps avec l'eau. Donc il est soumis à moins de frottement avec l'eau. Le deuxième, il est entouré de fluide, c'est-à-dire entouré d'eau. Ça veut dire que le premier peut nager librement d'une façon ou bien avec une vitesse plus importante que le deuxième. En utilisant cette analogie, donc on peut dire que la charge à l'intérieur du conducteur est nulle, mais elle se concentre sur la surface du conducteur. Maintenant, la dernière propriété nous dit que au voisinage d'un conducteur en équilibre, le champ est perpendiculaire à la surface du conducteur et son intensité vaut E est égale à sigma sur epsilon 0. Sigma 0, c'est la densité surfacique et epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Donc, pour expliquer ça, je vais schématiser un conducteur en équilibre, charge totale égale à 0. Maintenant, on applique un champ électrique extérieur où les lignes de champ sont dirigées de cette façon-là. Nous avons dit que maintenant, s'il y a une réponse de ce conducteur à ce champ électrique extérieur, cette réponse sera sur la surface. Donc, le champ électrique extérieur, il va des potentiels plus élevés au potentiel moins élevé. Nous aurons une migration des charges négatives vers cette façade et les charges positives vers l'autre façade. Donc cela est montré par cette figure. On dit que ce conducteur est un conducteur hors équilibre. Ça veut dire quoi, il n'est pas à l'équilibre? C'est-à-dire que à l'intérieur du conducteur, on peut calculer un champ électrique qui est différent de 0. Maintenant, pour avoir un champ électrique à l'intérieur qui est égal à 0, c'est-à-dire pour établir l'équilibre, la migration ou bien le mouvement des électrons vers cette façade, la façade N par exemple, et l'autre la façade M. Donc la migration des électrons vers la façade N et les charges positives, ou bien c'est pas des charges positives, c'est-à-dire que les électrons quittent des positions, c'est-à-dire laissent des positions positives. Donc entre les deux, on aura une charge négative, une charge positive. Ça crée un champ électrique qui va du potentiel plus élevé vers le potentiel moins élevé. On crée un champ électrique à l'intérieur du conducteur qui est opposé à celui appliqué à l'extérieur. Donc à l'extérieur, nous avons E extérieur et à l'intérieur, nous avons un champ électrique intérieur. Plus la migration augmente, c'est-à-dire plus le mouvement des électrons ou bien l'accumulation sur la surface N augmente, plus le champ intérieur augmente. Jusqu'à ce que les deux champs, champ extérieur et champ intérieur, deviennent égaux, c'est-à-dire que E extérieur est égal à moins E intérieur. C'est-à-dire en module c'est les mêmes, en sens ce sont de sens opposés. Et là, on dit que le champ électrique total est égal à E extérieur plus E intérieur est égal à 0. Et là, on rétablit l'équilibre du conducteur. Les trois phases qu'on vient d'expliquer sont schématisées par cette figure. Donc, à t est égal à 0, nous avons un conducteur en équilibre. La phase intermédiaire explique la naissance du champ électrique intérieur. Et la phase finale nous montre que le champ électrique extérieur est égal au champ électrique intérieur et le total est égal à 0. Donc E total égale à 0. Donc pour résumer ce phénomène, je vais tracer un graphe. Là, nous avons E et sur l'horizontale, nous avons les phases. Alors, premièrement, si je prends le conducteur,
à l'intérieur du conducteur, le champ électrique total égale à 0. Cette région, c'est intérieur du conducteur. Donc le champ électrique égale à 0. Après, à l'extérieur, on trouve le champ électrique extérieur qui est égal à sigma sur epsilon 0. Donc là, dans cette phase, ou bien dans cette région, c'est extérieur. Donc nous avons sigma sur epsilon 0. Et à l'intérieur, ou bien la couche maintenant, donc la surface, on parle de surface, sur la couche superficielle, donc ça c'est la surface, nous aurons quelque chose comme ça. D'accord? Et cette valeur est égale à E moyenne, ou bien le champ électrique moyen à la surface, est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Nous passons maintenant à la notion de capacité d'un conducteur en équilibre électrostatique. Donc la capacité, on la note par C, donc la capacité CC. C est égal à Q sur V. Donc Q en général, on écrit Q, ou bien la charge totale est égale à la capacité d'un conducteur fois le potentiel porté par le conducteur. Par exemple, capacité d'une sphère placée dans le vide, on sait que V est égal à KQ sur R. Là, K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. Donc je peux écrire que V est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 fois Q sur R. Alors Q, celle-là, je peux la noter comme ça, il n'y a pas de problème. Je peux tirer Q sur V est égal à 4pi epsilon 0 fois R. Hein, d'accord? C'est-à-dire ça, ce n'est que 1 sur C. Maintenant, nous passons à l'explication du phénomène d'influence. Pour cela, je vais commencer tout d'abord le phénomène d'influence partielle. Donc, je vais prendre un conducteur chargé positivement, donc un conducteur porteur de charge Q1 supérieur à 0, et un autre conducteur en réalité qui est une charge nulle, c'est-à-dire il est en équilibre électrostatique. Donc nous avons un conducteur positif et un conducteur de Q est égal à 0. Donc là Q1 supérieur à 0 et là Q2 est égal à 0. Du moment que le premier est chargé positivement, donc les lignes de champ sont sortantes. C'est tout à fait normal, les lignes de champ électrique. Les lignes de champ électrique vont influencer sur le conducteur ayant une charge égale à 0. Et là, nous avons expliqué déjà le phénomène comme le montre la figure. Donc nous avons une charge positive. Le champ à l'intérieur est égal à 0. C'est tout à fait logique. Nous avons dit que le champ électrique à l'intérieur de n'importe quel conducteur égal à 0. Le champ électrique maintenant aussi sur le conducteur électrostatique égal à 0 aussi. Les lignes de champ sont perpendiculaires à n'importe quelle surface d'un conducteur électrostatique. Il y a toujours un angle droit entre les lignes de champ et la surface du conducteur électrostatique, en équilibre électrostatique. Maintenant, cette influence est appelée influence partielle. Maintenant, la question qui se pose, c'est une question légitime. Quelle est la valeur de charge concentrée sur cette petite surface? C'est-à-dire, quel est le nombre des électrons qui sont cumulés sur cette surface? Bien, pour connaître cette valeur, je vais tracer un tube. Donc un tube, c'est-à-dire un cylindre qui relie les deux conducteurs. Alors, je vais dire que le nombre des électrons ici, c'est-à-dire des porteurs de charge négative, est égal
ici au nombre des porteurs de charge positive. C'est-à-dire, si j'en ai ici 4 électrons négatifs, sur la surface du conducteur qui porte une charge positive, j'aurai aussi ici 4 porteurs de charge positive. Donc, la charge totale de ce tube, donc Q total, est égale à 0, car 4 électrons négatifs plus 4 porteurs de charge positive, donc ça donne 0. Eh bien, ce tube, on l'appelle tube de champ. C'est-à-dire que Q1 ici, et ici la totale est égale à Q2. Alors, Q1 est égal à moins Q2, et Q2 est égal à moins Q1. Et ce qui relie les deux surfaces, ce sont les lignes de champ. Ce sont les lignes de champ électriques. Maintenant pour l'influence totale. Nous considérons la configuration de la figure suivante. Donc cette figure. Nous avons un conducteur. Donc ce conducteur-là. Ça c'est numéro 1. Et celui-là c'est le numéro... celui-là on va l'appeler numéro 2 et l'autre numéro 1. Donc le conducteur numéro 1 est chargé positivement, donc Q1 est supérieur à 0. Le numéro 2 il est chargé Q'. Alors Q', ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ on avait un conducteur, ce conducteur qui est creux, il est creux. Donc au départ il était en équilibre électrostatique, c'est-à-dire Q' est égal à 0. Après, on introduit un conducteur chargé positivement. On aura une influence, ou bien une interactivité entre les deux conducteurs, puisque celui-là est chargé positivement. Donc, il va attirer des charges négatives ici, sur la face interne, c'est-à-dire la surface interne. Donc la surface interne sera chargée négativement et la surface externe, elle est chargée automatiquement d'une façon positive. Donc on dit Q' maintenant est égal à quoi? Ou bien Q', c'est ça, est égal à Q, la charge négative à l'intérieur, plus la charge positive à l'extérieur. Donc c'est charge intérieure plus charge extérieure. Et on appelle ça une influence totale, car toutes les lignes de champ sortantes de la surface du conducteur à l'intérieur vont directement interagir avec le conducteur en équilibre électrostatique. Maintenant, nous passons à la notion des condensateurs. Donc, un condensateur est un ensemble de deux conducteurs A1 et A2 en influence électrostatique. Et je vais prendre un conducteur blanc, une plaque chargée positivement, et une autre plaque sans charge, c'est-à-dire Q est égal à 0. Et celle-là, Q supérieur à 0. Les deux, alors la plaque 1 et la plaque 2 sont séparées par un isolant, par exemple l'air, constituent un condensateur. Donc, les armatures sont séparées par un isolant qui a pour rôle d'augmenter la capacité du conducteur. Le condensateur est désigné par ce nom parce qu'il fait apparaître le phénomène de condensation des charges électriques dans une région restreinte de l'espace. Alors, ça veut dire quoi le phénomène de condensation? Alors, je vais prendre un conducteur chargé positivement. Alors, il y en a des charges positives. Il est relié à une borne positive d'un générateur. Donc celui-là, on peut dire que sa charge Q totale est égale à, par exemple, X.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener un autre conducteur, mais il est relié directement à la Terre. C'est-à-dire, le potentiel porté par ce conducteur est égal à 0. Maintenant, on ramène ce conducteur qui était en équilibre électrostatique de l'infini vers le conducteur chargé positivement. Eh bien, ce que nous allons remarquer, c'est que le nombre de charges là positifs va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en présence d'un conducteur externe, c'est-à-dire un autre conducteur, on peut remarquer une accumulation importante de charges positives. Cela veut dire qu'il y a une condensation, une augmentation de charges positives sur la borne ou bien sur le conducteur qui était au départ chargé positivement. Et cela dû à la présence de ce conducteur, et cela constitue un conducteur chargé positivement relié à un générateur et une autre plaque chargée négativement reliée directement à la Terre. Et comme ça, les deux constituent un ensemble, ou bien l'ensemble des deux conducteurs constitue un condensateur. Ce condensateur est caractérisé par une capacité C. Donc, on appelle une capacité d'un condensateur qu'il faut la calculer à travers la relation U est égal à Q sur C. Nous avons vu cette relation déjà. Donc on écrit V est égal à Q sur C et C est égal à Q sur V. Donc U c'est la différence de potentiel entre les deux armatures. Celle-là elle est portée à V2 par exemple et celle-là à V1. Donc U est égal à V1 moins V2 et est égal à l'intégrale entre la première armature et la deuxième de E fois dl est égal à Q sur C. Maintenant, nous passons au groupement de condensateurs. On peut relier un condensateur à un autre, soit en série, soit en parallèle. Donc nous avons un groupement en parallèle, c'est-à-dire un ensemble de condensateurs reliés d'une façon linéaire ou bien en série. Pour calculer la capacité équivalente, nous avons la relation 1 sur C équivalent est égal à l'ensemble des condensateurs, c'est-à-dire C1, C2, C3. Maintenant, pour le cas où nous avons un groupement en parallèle, on peut écrire que C équivalente, c'est la somme directe de toutes les capacités des condensateurs. Maintenant, comme application, je vais considérer trois types de condensateurs. Le premier est un condensateur plan. Donc, considérons un condensateur plan de surface S. Donc, il est surface S, dont les armatures sont séparées par une distance D. Cette distance est appelée D. Et chargée avec une densité de charge superficielle sigma. On veut calculer maintenant la capacité C. Donc, on cherche la capacité C de ce condensateur-là. Alors, dans ce cas, on utilise les coordonnées cartésiennes, le champ électrostatique entre les armatures et la composition des champs résultant des deux plans infinis. Donc, celui-là, ce conducteur est chargé par sigma. Donc, sigma, c'est la charge superficielle positive. Celle-là, ce conducteur ou bien cette armature est chargée négativement. Donc, le premier aura comme champ électrique bien un champ électrique sortant. Donc voilà, champ électrique sortant de sigma. Et l'autre aura comme champ électrique rentrant. Donc voilà, un champ électrique rentrant de moins sigma. Donc à l'intérieur, on aura une superposition des deux. Le premier, il est dirigé comme ça. Donc ça, c'est sigma positif. Et l'autre, c'est
celui du sigma négatif, de moins sigma. Donc E total, c'est E de sigma plus E de moins sigma. Et si on calcule ça, le premier, alors il est dirigé selon Z, alors le vecteur unitaire K, le premier, il est dirigé, on peut dire que c'est sigma sur 2 epsilon 0, sigma 2 epsilon 0 selon K. Et le deuxième, chargé négativement, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0, sauf que celui-là, il est dirigé au sens opposé de K, donc on écrit moins K, et cela nous donne à la fin sigma sur epsilon 0, K. Donc ça, c'est le champ électrique à l'intérieur, ici à l'intérieur, dans cette région. On écrit aussi que la capacité C est égale à Q sur U. Q, c'est quoi? C'est sigma fois S. La charge, c'est la charge superficielle fois la surface. Et U, ou bien la différence de potentiel, c'est sigma sur epsilon 0 multiplié par D. D'où vient cette relation-là? Eh bien, il faut écrire que U est égal à V1 moins V2 est égal à l'intégrale de Z1 moins Z2. Alors ici, c'est Z1, ici c'est Z2. De quoi? De E fois dz. Alors, une variation selon Z, la variation selon X et Y est nulle. Donc, on prend pas en considération. Donc, à la fin, on aura quoi? E qui est égal à epsilon sur 0, sigma sur epsilon 0. Donc, on écrit sigma sur epsilon 0. Z2 moins Z1 et qui est égal à U et est égal à epsilon sur epsilon, sigma sur epsilon 0 fois, alors Z2 moins Z1, ce n'est que D, la distance D. Donc on écrit U est égal à sigma sur epsilon 0. À la fin, on peut dire que C est égal à Q sur U et ça donne epsilon 0 S sur D. Nous passons maintenant à un condensateur cylindrique. Donc le condensateur cylindrique est constitué de deux cylindres conducteurs coaxiaux séparés par un isolant. Donc le premier conducteur, le deuxième conducteur, séparés, les deux sont séparés par un isolant. Donc pour ce cas, on adopte les coordonnées cylindriques, c'est plus facile, et on suit le même raisonnement que précédemment. D'après le théorème de Gauss, E, alors le champ électrique E à l'intérieur, c'est-à-dire le champ entre les deux armatures, donc E dépend de ρ, c'est-à-dire la distance entre les deux. Le ρ, c'est une variable entre les deux armatures qui va de R, alors R, R1 et R2. Donc ρ est compris entre R1 et R2. R1, c'est le rayon du premier conducteur. R2, c'est le rayon du deuxième conducteur. Ρ est égal, lorsque ρ est égal à R1, c'est-à-dire, on est sur la surface du conducteur le premier conducteur. Lorsque ρ est égal à R2, on est sur la surface du deuxième conducteur, surface interne. Et cela veut dire que ρ varie entre R1 et R2. Donc le champ électrique dépend seulement de ρ, est égal à quoi? Est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0 fois ρ U ρ. Ou lambda, alors lambda c'est la densité linéique. La différence de potentiel est donc donnée par U est égal à V1 moins V2 qui est égal à l'intégrale entre R1 et R2 de E fois d ρ qui est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0 ln R2 moins R1. Sachant que Q est égal à lambda fois R, H étant la hauteur des cylindres, la capacité du conducteur
cylindrique étudié est donné comme C est égal à Q sur U est égal à lambda fois H divisé par U. On écrit à la fin C est égal à 2 pi epsilon 0 fois H divisé par ln R2 sur R1. Nous terminons maintenant avec le condensateur sphérique. Le condensateur sphérique est constitué de deux sphères concentriques et conductrices séparées par un isolant. La première de rayon R1, la deuxième de rayon R2. Alors pour calculer la capacité, on fait appel aux coordonnées sphériques qui conviennent le mieux à ce cas. On part de la relation connue du vecteur champ électrique produit par une sphère. Donc on écrit E qui dépend de R, qui est égal à K, Q sur R au carré, UR. On calcule la circulation du champ pour obtenir la différence de potentiel entre les deux armatures. On écrit U est égal à V1 moins V2 et est égal à l'intégrale entre R1 et R2 de E fois dr et qui est égal à K, Q, 1 sur R1 moins 1 sur R2. À la fin, on arrive à l'expression de la capacité du condensateur sphérique. C est égal à Q sur U, qui est égal à 4 pi epsilon 0, R1, R2 sur R2 moins R1.